Cette grosse femme ne sait toujours pas que j'ai vidé son compte en banque, a dit mon mari à sa mère. 5 minutes plus tard, un coursier a frappé à la porte avec des documents. Et ils se sont mis à trembler. Zola Dumas avait 32 ans et vivait selon la coutume de planifier méticuleusement chaque détail de sa vie. Une architecte, précise, aimant l'ordre et le silence. Elle croyait que la stabilité était la plus grande réussite qu'une personne puisse avoir. Ce matin-là, elle avait quitté son bureau du centre-ville d'Atlanta plus tôt, le visage tiré et les yeux lourds de nuit blanche. Elle avait passé les dernières semaines à travailler sur un énorme projet qui l'avait complètement épuisée. Elle pensa déjeuner avec son mari, Omari H., mais la réunion avec l'investisseur fut annulée à la dernière minute. Elle décida plutôt de retourner au condominium qu'ils partageaient depuis 6 ans dans un gratte-ciel moderne juste au nord de la ville. La pluie tombait abondamment contre les vitres de la voiture. Elle alluma les essuie-glaces et regarda le reflet des phares sur l'asphalte mouillé. Elle se sentait vide, comme si quelque chose d'invisible alourdissait l'air. La radio jouait une chanson sur les promesses non tenues, et pendant un moment, son esprit se concentra sur les paroles. Dernièrement, quelque chose dans sa vie semblait clocher, mais elle ne pouvait pas tout à fait nommer quoi. En se garant dans le garage, elle remarqua une voiture familière, la berline grise appartenant à Madame Veta H., la mère d'Omari. Zola fronça les sourcils. Il n'était pas rare que Madame H. rende visite, mais elle ne venait généralement que le dimanche, jamais un jeudi. Elle sortit de la voiture, un portefeuille à la main, ferma doucement la porte et prit l'ascenseur. Le bâtiment sentait le café frais et l'humidité. Arrivée à leur étage, elle glissa la clé dans la serrure et la tourna lentement. Elle entendit des rires. La voix d'Omari mêlée à celle de sa mère. Par habitude, elle était sur le point d'annoncer son arrivée, mais quelque chose dans le ton de ce rire l'arrêta. Ce n'était pas le rire détendu de quelqu'un qui bavarde. C'était le rire nerveux et triomphant de quelqu'un qui célèbre une victoire. Zola poussa la porte juste assez pour ouvrir une fente. Depuis le couloir, elle pouvait voir la silhouette de son mari, le dos tourné vers elle, un verre de vin à la main. La télévision était allumée, en sourdine. Madame Veta H. était assise sur le canapé, vêtue d'un simple chemisier et d'un collier de perles qui brillait sous la lumière chaude de la lampe. « Maman, c'est fait », dit Omari avec un sourire arrogant. « J'ai tout retiré il y a 3 jours. 15 000 $ envolés. Elle n'a même pas vérifié le compte. Tu sais, elle m'a toujours fait confiance avec l'argent. » Madame H. hocha lentement la tête, croisant les jambes avec une élégance que Zola avait toujours trouvée forcée. « Tu es un garçon intelligent, » dit la femme plus âgée. « Je t'avais dit de ne pas te précipiter quand tu l'as épousée. Elle n'était pas de ton calibre, mon fils. Mais bon, au moins tu as appris. » Zola sentit l'air lui manquer. Tout son corps se tendit. Elle essaya de se convaincre qu'elle n'avait pas bien entendu, que c'était une sorte de malentendu, une conversation sortie de son contexte. Mais la voix d'Omari continua, aussi claire que le tapotement de la pluie sur les fenêtres. « J'ai déposé les papiers du divorce mardi. Elle recevra la notification dans 1 semaine. » Il laissa échapper un rire moqueur. « Elle va péter les plombs. Et le meilleur, c'est que j'ai déjà tout prévu. Scylla emménage dans le nouvel appartement avec moi le mois prochain. » La trahison. Zola se couvrit la bouche avec une main pour étouffer un hoquet. Son esprit se mit à tourner. Scylla. Le nom la frappa comme une pierre. Scylla était la nouvelle designer junior du cabinet d'architecture d'Omari. Grande, mince, avec ce sourire qui semblait toujours être une invitation. Zola avait remarqué les regards entre eux, les blagues privées, les déjeuners de travail, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il était capable d'une telle cruauté. Madame H. sourit, satisfaite. Voilà une fille à ta mesure, Omari. Éduquée, jolie, sans ces complexes que ta femme a. Toujours à vouloir tout contrôler, et certainement sans cette obsession d'être mère. Je te l'ai dit depuis le début, une femme qui ne peut pas te donner d'enfant n'est pas la bonne pour toi. Une vive douleur frappa la poitrine de Zola. Elle se souvint des injections d'hormones, des nuits à pleurer dans la salle de bain, des examens médicaux, des traitements coûteux qui n'avaient jamais fonctionné. Elle se souvint aussi de l'indifférence d'Omari, de sa distance, de ses mots froids quand elle essayait d'en parler. « Ne me mets pas la pression, Zola. Le moment viendra, disait-il. Maintenant elle comprenait. Le moment n'allait jamais venir parce qu'il ne l'avait jamais voulu. Omari posa son verre sur la table. Scylla ne veut pas d'enfant, maman. Elle est parfaite.
Pas de drame, pas d'obligation, juste la liberté. » Ces mots la transpercèrent. Zola serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Son corps tremblait, non pas de peur, mais d'un mélange de rage, de trahison et d'une profonde tristesse qui semblait venir de son âme même. Madame H applaudit doucement. « Tu es exactement comme ton père. Tu sais quand tourner une page et passer à autre chose. » « Oui, mais mon père n'a pas eu à faire semblant aussi longtemps. » Omari gloussa. Zola a toujours pensé qu'elle était plus intelligente. Je l'ai laissée s'occuper de la décoration, des factures de la maison, pour qu'elle se sente utile. Pauvre chose. Elle va s'effondrer quand elle l'apprendra. Zola recula d'un pas, respirer faisait mal. Son esprit lui criait de faire irruption, de le confronter, de lui jeter son mépris total à la figure, mais quelque chose en elle, une voix froide et rationnelle, l'arrêta. Elle n'allait pas lui donner le plaisir de la voir brisée. Pas encore. Elle se retourna lentement, ferma la porte sans faire de bruit et se dirigea vers l'ascenseur. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un tambour lointain. Le reflet dans le miroir du haut lui montra une image qu'elle ne reconnaissait pas. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, sa bouche serrée. Elle descendit les escaliers sans réfléchir alors que la pluie continuait de tomber violemment à l'extérieur. Arrivée à sa voiture, elle resta immobile quelques secondes, regardant les lumières diffuses du parking. Son cœur battait la chamade. Elle attrapa son téléphone et trouva le numéro de Nala Price, sa meilleure amie depuis le Spelman College. La voix de Nala répondit à la deuxième sonnerie. « Zola, tout va bien ?» Zola essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Elle pouvait seulement respirer avec difficulté. Finalement, elle réussit à dire, sa voix se brisant, « J'ai besoin de te voir. C'est urgent. »« Où es-tu ?»« Dans la voiture, juste devant chez moi. » Zola s'arrêta, ravalant ses larmes. « Omari m'a volé. » Nala resta silencieuse quelques secondes. Puis, d'une voix ferme, elle dit, « Viens à mon cabinet tout de suite, et ne retourne pas dans cette maison. » Zola raccrocha, démarra la voiture et sortit du garage avec des mains tremblantes. En conduisant dans les rues inondées d'Atlanta, les images se mélangeaient dans sa tête. Le rire d'Omari, les paroles de sa mère, la voix moqueuse répétant « Cette grosse femme ne se doute toujours de rien ». Sa poitrine lui faisait mal, non pas de chagrin, mais d'une indignation qui grandissait à chaque kilomètre. Le tournant. Arrivée au cabinet, Nala l'attendait à l'entrée sous son parapluie. Elle serra Zola dans ses bras sans un mot, et Zola s'effondra complètement. Elle pleura plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années, tout son corps tremblant jusqu'à en perdre le souffle. « J'écoute » dit Nala en la guidant vers son bureau. Zola lui raconta tout, le rire, l'aveu sur l'argent, l'autre femme. Nala écouta avec un mélange d'incrédulité et de calme. Quand Zola eut fini, l'avocate se pencha en avant. « Écoute-moi attentivement, Zola. Ce qu'il a fait n'est pas seulement une trahison. C'est un crime. Si cet argent était sur un compte joint, tu as droit à la moitié. » Zola la regarda, stupéfaite. « Je peux le récupérer ? » ?»« Oui, mais nous devons agir vite. Demain matin, nous allons demander une ordonnance de restriction temporaire pour geler ces comptes, et j'ai besoin que tu rassembles tous les reçus de tes contributions, virements, dépôts, tout ce qu'il faut. » Zola hocha la tête. Pour la première fois depuis qu'elle avait surpris cette conversation, elle sentit une lueur de contrôle. « Et le divorce, s'il a déjà déposé la demande, nous allons le devancer. Tu vas te battre, Zola. Tu ne vas pas le laisser garder ce que vous avez construit ensemble. » Nala lui serra fermement la main. Pas de gestes impulsifs. Ne le confronte pas encore. Il ne doit pas savoir que tu sais. Compris. Zola prit une profonde inspiration. Le mot « compris » sortit comme un serment. Elle conduisit directement chez sa mère à Decatur. Cette nuit-là, elle ne dit rien, se limitant à une longue étreinte avec sa mère. Dans sa chambre, elle ouvrit une boîte contenant ses documents personnels et commença à chercher des reçus bancaires, des contrats et des papiers de prêt. Chaque document était une preuve, un morceau de l'histoire qu'elle avait construite avec effort. En les organisant, une partie d'elle mourut, mais une autre commença à naître. Vers minuit, elle reçut un texto d'Omari. « Où es-tu ? Pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Ta mère a appelé. » Elle le lut sans répondre. Puis elle l'effaça. 2 jours passèrent. Omari envoya un autre texto.
Nous devons parler. Ne me fais pas ça. Zola sourit. Maintenant, c'était lui qui le faisait. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Cette nuit-là, la pluie revint sur la ville. Dans le condominium d'Atlanta, Omari faisait les 100 pas, anxieux. Madame H était assise dans le fauteuil, le téléphone à la main. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle sait, demanda-t-il au bord de la panique. Je ne sais pas, mais elle a dit quelque chose à propos d'une notification. La femme déglutit. Omari, tu n'as laissé aucune trace, n'est-ce pas? Aucune, ment-il, la sueur coulant sur son front. La sonnette retentit. Un coursier en veste jaune tendit une enveloppe scellée. Livraison pour Monsieur Omari H. Il signa sans lire et ferma la porte. En ouvrant l'enveloppe, la couleur quitta son visage. Madame H se leva, alarmée. Qu'est-ce que c'est? Omari la regarda, les yeux écarquillés. Ils ont gelé mes comptes. Zola, à ce moment-là, était dans sa nouvelle chambre, chez sa mère, à Decatur. Elle regardait la pluie tomber sur les fenêtres. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle respirait simplement. Le silence dans la pièce était si profond. Elle pouvait entendre son propre pouls. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Les mots qu'elle avait entendus derrière cette porte. Le rire de son mari et de sa belle-mère. Le vide qu'elle avait ressenti en descendant les escaliers. Dehors, le tonnerre gronda. Zola se leva, alla à la fenêtre et murmura. Parfois, le silence est le cri le plus fort qu'une femme puisse pousser. Et dans ce silence, quelque chose changea pour toujours. Zola resta immobile quelques minutes devant la fenêtre, regardant les gouttes frapper la vitre et glisser lentement jusqu'à se perdre dans le cadre. Dehors, la ville continuait de rugir, indifférente à sa tragédie personnelle. À l'intérieur de cette chambre, le temps s'était arrêté. Sa respiration était un fil fragile entre le calme et le chaos. Son visage était sans larmes, ses lèvres serrées, et son cœur battait avec une force qui semblait étrangère à son propre corps. Elle se dirigea vers le lit, s'assit sur le bord et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, le silence ne lui faisait pas peur. C'était son refuge, son bouclier. Dans ce vide, elle comprit quelque chose d'essentiel. Elle ne pouvait pas changer ce qu'Omari avait fait, mais elle pouvait décider quoi faire de ce qui restait. Le téléphone vibra sur la table de chevet. C'était un texto de Nala. Je te vois au bureau demain à 8 heures. Nous avons beaucoup de travail à faire. Zola soupira, mit le téléphone dans son sac à main et s'allongea sans éteindre la lumière. Elle ne dormit pas. L'aube la trouva éveillée, fixant le plafond, planifiant sans savoir par où commencer. Le lendemain se leva gris, comme si le ciel partageait encore sa confusion. Elle s'habilla sans se presser, avec des vêtements simples, un pull basique et un jean. Elle ne se maquilla pas. Elle voulait se montrer exactement comme elle se sentait, fatiguée mais vivante. Elle prit son petit déjeuner avec sa mère, qui lui versa du café sans poser de questions. C'était une coutume entre elles. Le silence signifiait le respect. « Tu restes quelques jours ?» demanda finalement sa mère d'une voix douce. « Oui, maman. J'ai juste besoin de régler quelques petites choses. » La femme hocha la tête et lui caressa la main. Elle n'insista pas. Elle savait que sa fille ne parlait pas quand la douleur était fraîche. Zola conduisit jusqu'au bureau de Nala à Midtown. Le trafic était lent, les rues mouillées reflétant les feux de circulation comme des braises mourantes. Chaque arrêt lui donnait le temps de revoir mentalement la conversation de la veille, et chaque souvenir était un nouveau coup. À son arrivée, Nala l'attendait dans le couloir avec un dossier à la main et son expression sereine habituelle. Elles étaient amies depuis des années, et Zola savait que derrière cette apparence calme se cachait un esprit vif et une loyauté indéfectible. « Entre. »« J'ai déjà fait du café », dit Nala en ouvrant la porte de son bureau. Zola s'assit en face du bureau. La pièce sentait le papier neuf et l'encre. Nala lui versa une tasse et s'installa dans son propre fauteuil. « Raconte-moi tout à nouveau », demanda-t-elle. « Je veux que chaque détail soit clair. » Zola raconta tout. Le rire derrière la porte, le retrait de l'argent, l'autre femme. Pendant que Zola parlait, Nala prenait des notes sans l'interrompre. Quand elle eut fini, l'avocate prit une profonde inspiration et appuya ses coudes sur le bureau. D'accord. La première chose que tu dois comprendre, c'est que même s'il a pris l'argent, tu as droit à la moitié.
Cet argent a été accumulé pendant le mariage et, selon la loi, il t'appartient. Nous allons déposer une demande reconventionnelle et demander des mesures conservatoires pour geler ses comptes. Zola resta silencieuse, traitant chaque mot. Et s'il l'a déjà dépensé? Demanda-t-elle finalement. Nous le retrouverons. S'il a transféré de l'argent à quelqu'un d'autre ou fait de gros achats, la banque peut nous fournir les registres. Ce ne sera pas facile, mais c'est faisable. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, murmura Zola avec un mélange de colère et de tristesse. Tout ce temps, je le considérais comme mon partenaire, et il m'a traité comme une étrangère. Nala se pencha vers elle. Zola, écoute. Les hommes comme Omari ne trahissent pas par amour. Ils trahissent par ego. Ils se sentent en droit de disposer de ce qui ne leur appartient pas, mais ça s'arrête aujourd'hui. Zola baissa les yeux et hocha la tête. J'ai vérifié mon compte hier soir, dit-elle dans un murmure. Il ne restait que 900 $. Nala nota le chiffre dans le dossier. Parfait. Nous commencerons par ça. J'ai besoin que tu rassembles tous les reçus de tes contributions. Virements, factures de rénovation, reçus d'achat, paiement de voiture, vacances. Tout, même le plus petit, peut t'aider. Zola hocha la tête. J'en ai quelques-uns chez ma mère. Je les ai rangés dans une boîte avec les papiers de prêt. Apporte-les demain. Je veux aussi voir les relevés bancaires des 6 dernières années. Nala la regarda sérieusement, mais d'un ton qui cherchait à insuffler de la force. Ce n'est pas seulement un procès, Zola. C'est une déclaration que tu ne les laisseras pas prendre ce que tu as construit. Zola tint la tasse de café à 2 mains, sentant la chaleur s'infiltrer à travers ses doigts. Je ne sais pas si je veux me venger ou si je veux juste la justice. Ne cherche pas la vengeance. Cherche l'équilibre. Nala se pencha en arrière dans son fauteuil. S'il coule, ce sera sous son propre poids. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Le silence dans le bureau était rempli du son lointain de la pluie contre les fenêtres. Nala rompit la pause d'une voix mesurée. Et tu as dit que Sila travaille avec lui, n'est-ce pas? Oui, dans son cabinet d'architecture. Je l'ai rencontrée à un dîner de fin d'année. Elle semblait gentille. Elle m'a même remercié d'avoir prêté mon mari pour des heures de travail supplémentaires. Maintenant, je sais ce qu'elle voulait vraiment. Nala offrit un sourire ironique. Ne te fatigue pas à penser à elle. Le problème n'est pas la maîtresse. C'est le voleur. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Zola. Le voleur. Omari n'était plus son mari, ni son amour, ni même son ennemi. C'était un voleur au visage familier. Elle quitta le bureau avec une liste de tâches et un nouveau but. Elle monta dans sa voiture, démarra le moteur et resta immobile quelques minutes, regardant l'horizon. La pluie s'était calmée, mais le ciel était toujours couvert. Elle prit une profonde inspiration et commença à conduire. De retour chez sa mère à Decatur, elle s'enferma dans sa chambre et ouvrit la boîte de documents. Il y avait des dizaines de papiers, des factures d'atelier, des reçus de dépôt, des relevés bancaires. Chaque papier était un témoin silencieux de ses efforts. Elle les organisa par date et les mit dans un dossier. En faisant cela, son esprit commença à rembobiner. Elle se souvint des premières années avec Omari, quand tout semblait parfait. Elle se souvint des nuits où elle travaillait tard à dessiner des plans sur la table de la salle à manger pendant qu'il jouait à des jeux vidéo ou sortait avec des amis du travail. Elle se souvint des vacances dont il se vantait être un cadeau de son entreprise, mais dont elle réalisait maintenant, en vérifiant les paiements, qu'elle les avait payés avec sa propre carte. Tout s'emboîta avec une clarté douloureuse. Vers minuit, sa mère frappa à la porte. « Ma chérie, tu vas bientôt dormir? Je révise juste quelques trucs de travail, maman. » Sa mère entra avec une tasse de thé. Elle s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Zola sentit la chaleur de sa main sur son épaule. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose, dit la femme à voix basse. Personne ne mérite tes larmes. S'il t'a fait du mal, que ce soit lui qui paie, pas toi. » Zola ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et but une gorgée de thé. Le lendemain matin, elle retourna au cabinet avec le dossier complet. Nala l'accueillit avec un léger sourire. Parfait. Ça marchera. Elle ouvrit le dossier et commença à examiner les documents. Voici des reçus de paiement de voiture, d'entretien de la copropriété, de rénovation.
C'est de l'or. Zola la regarda travailler avec admiration. Elle avait toujours envié la capacité de Nala à rester calme même au milieu du chaos. Nala, je veux lui faire du mal. Je veux qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. L'avocate leva les yeux et, pendant un instant, la fermeté dans ses yeux fit frémir Zola. Ne le détruis pas toi-même, dit-elle lentement. Laisse la vérité le détruire. Cette phrase tomba comme un poids sur la table. Zola comprit que la vengeance n'était pas la voie. La justice, bien que lente, était bien plus puissante. Cet après-midi-là, Nala déposa la demande de mesures conservatoires. En signant les documents, Zola ressentit une sorte de soulagement. Ce n'était pas du bonheur, mais une paix contenue. C'était le début d'une guerre silencieuse. En quittant le palais de justice, le ciel commençait à s'éclaircir. Les nuages se séparaient, laissant passer des rayons de soleil qui semblaient annoncer quelque chose de nouveau. Dans le parking, le téléphone de Zola vibra. C'était Omari. Elle hésita quelques secondes avant de répondre. « Où es-tu » demanda-t-il, son ton un mélange d'agacement et d'inquiétude. « Tu ne te montres pas. »« Tu ne réponds pas, je suis là où je devrais être, » répondit-elle, sa voix ferme. « Et tu devrais être inquiet. »« Inquiet de quoi ? » ?»« Tu le sauras bientôt. » Elle raccrocha sans lui laisser la chance de répondre. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de pouvoir. Cette nuit-là, en dessinant, le vent entra par la fenêtre légèrement ouverte et ébouriffa ses cheveux. Elle se sentait étrangement vivante, libérée du fardeau de la tromperie. À son arrivée, sa mère regardait la télévision. « Comment ça s'est passé, ma chérie ? » « Bien. J'ai commencé à déplacer les pièces. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Elle monta dans sa chambre, enleva ses chaussures et s'approcha de la fenêtre. De là, elle pouvait voir le jardin illuminé par un lampadaire. Elle ferma les yeux et se souvint des années où elle croyait que l'amour pouvait tout conquérir. Les fois où elle s'était humiliée pour garder la paix. Les silences qu'elle confondait avec le respect. Et les sourires qu'elle savait maintenant être faux. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas détruire Omari. Elle voulait se reconstruire. Elle l'avait tellement aimé qu'elle avait oublié qui elle était. Et maintenant, elle commençait à se retrouver, morceau par morceau. Le lendemain, elle reçut un appel de Nala. L'injonction a été acceptée. Ses comptes sont gelés jusqu'à nouvel ordre. Zola se pencha en arrière dans le fauteuil. Son cœur battait la chamade. Merci, Nala. Ne me remercie pas encore. Ce n'est que le début, mais je veux que tu dormes paisiblement. Il ne peut plus bouger un centime. Zola raccrocha et laissa échapper un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Ce n'était pas de la joie. C'était un mélange d'incrédulité et de libération. Cette nuit-là, elle écrivit quelque chose dans son journal qu'elle n'oublierait jamais. Quand il a tout pris, j'ai cru qu'il m'avait laissé vide. Mais la seule chose qu'il a perdue, c'est son masque. Je suis toujours là, et ça lui fait plus peur que n'importe quelle somme d'argent. À l'aube, le soleil se déversa par la fenêtre, peignant la pièce de ton doré. Sa mère préparait déjà du café dans la cuisine. Zola descendit les escaliers d'un pas lent mais ferme. Elle se sentait différente, comme si une force qui dormait depuis des années s'était réveillée en elle. « Bien dormi ?» demanda sa mère. « Oui, et tu sais quoi ? Je ne vais pas pleurer sur ce que j'ai perdu. Je vais me battre pour ce qui m'appartient. » Sa mère la regarda en silence, comprenant que cette phrase n'était pas seulement une déclaration. C'était la naissance d'une nouvelle femme. Dehors, les premiers rayons du jour baignaient le jardin. Le silence n'était plus vide. C'était une promesse, et Zola commençait enfin à entendre sa propre voix. Ce matin-là, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. L'air frais de Decatur filtrait par la fenêtre légèrement ouverte, se mêlant au chant des oiseaux et à l'arôme du café que sa mère préparait. Elle resta quelques secondes à regarder la lumière traverser les rideaux, baignant les murs de ton doré. C'était un nouveau jour, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle descendit pieds nus, les cheveux détachés, avec un calme qui la surprit. Sa mère la regarda tendrement, une tasse à la main. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle. « Oui, aujourd'hui je recommence, maman. » La femme hocha la tête sans poser plus de questions. C'était une mère qui savait quand parler et quand le silence était la meilleure compagnie. En milieu de matinée, le téléphone de Zola se mit à vibrer sur la table.
Elle vit le nom sur l'écran, Omari. Elle le regarda sonner quelques secondes, le cœur serré, et laissa le message aller sur la messagerie vocale. Elle n'avait rien à lui dire. 10 minutes plus tard, un autre texto, la même chose. Nous devons parler. Puis un autre, s'il te plaît, réponds. Elle ne le fit pas. Elle bloqua son numéro. Pendant ce temps, Nala appela pour confirmer que tout était en mouvement. Les comptes d'Omari avaient été légalement gelés. L'avocate semblait satisfaite, bien que prudente. Saval enragé, prévint Nala. Prépare-toi. Il va te chercher. Zola sourit avec un mélange d'ironie et de résignation. Laisse-le venir. Je n'ai plus peur de lui. La suite. Au cabinet d'Omari à Atlanta, le chaos commençait à éclater. Son assistante l'informa que le virement qu'il essayait de faire depuis son compte principal avait été rejeté. Il essaya de nouveau. Même résultat. Il appela la banque, irrité. Que voulez-vous dire par mon compte est gelé? Cria-t-il au téléphone. La voix de l'employé était polie, presque gênée. Monsieur H, il y a une ordonnance de blocage temporaire du tribunal de la famille. Jusqu'à ce que le litige soit résolu, vous ne pourrez pas accéder à ces fonds. Omari sentit un frisson. Quel litige? Une action en justice intentée par Madame Zola Dumas. Il resta silencieux quelques secondes, incrédule. Puis il jeta le téléphone sur le bureau avec une telle force que l'appareil se brisa en deux. Madame H, qui était chez elle, reçut l'appel de son fils une demi-heure plus tard. Maman, elle a bloqué mes comptes. Je ne peux pas bouger un centime. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme est allée au tribunal. Elle m'a volé. Madame H prit une profonde inspiration. Elle savait que son fils était impulsif, mais elle n'aurait jamais imaginé que Zola irait aussi loin. Calme-toi, mon fils. Il doit y avoir une explication. Oui, l'explication est qu'elle veut me détruire. Il serra fermement le volant de sa voiture. Il avait quitté le travail furieux, sans but, conduisant avec la rage d'un animal blessé. Sa fierté était brisée. Il ne pouvait pas croire que Zola, sa femme calme, sa complice docile pendant des années, avait osé l'affronter. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, la rage d'Omari se transforma en désespoir. Il appela de nouveau Zola depuis un autre numéro, mais elle ne répondit pas. Il envoya des emails, des messages via les réseaux sociaux. Rien. Le silence était sa punition. 2 jours passèrent. À son bureau, ses collègues commencèrent à remarquer sa mauvaise humeur. Il claquait les meubles, criait des ordres et évitait le contact visuel. Scylla essaya de lui parler. « Omari, tu es insupportable. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est devenue folle. Elle a gelé mes comptes. » Scylla fronça les sourcils, croisant les bras. « Que veux-tu dire par les gelés? N'as-tu pas dit que l'argent était à ton nom? » C'était le cas, mais apparemment elle y avait droit. « Je ne comprends pas, » elle le regarda avec agacement. « C'est ce que tu obtiens pour ne pas avoir bien réglé les choses. Si tu n'avais pas laissé de traces, tu ne serais pas dans ce pétrin en ce moment. » Omari la regarda avec une pointe de colère. Pendant un instant, il pensa que Scylla n'était peut-être pas aussi loyale qu'il l'avait cru, mais il n'avait pas le temps pour les soupçons. Cette nuit-là, il décida d'aller chercher Zola. La route vers Decatur était sombre, éclairée seulement par les phares de la voiture. Dans sa tête, les pensées se mêlaient entre la rage et un étrange sentiment de défaite. Il ne pouvait pas lui permettre de gagner. Il devait reprendre le contrôle. Il arriva vers minuit chez la mère de Zola. Il frappa fort à la porte. La pluie tombait légèrement, éclaboussant son visage. De l'intérieur, il entendit des pas. Zola descendit lentement les escaliers. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse si tôt, mais elle n'était pas surprise non plus. Elle était vêtue de blanc, un simple chemisier et un pantalon en lin. Son expression était sereine, presque froide. Elle ouvrit la porte sans hésitation. « Que fais-tu ici » Omari était trempé, les yeux affolés. « Que as-tu fait » cria-t-il. « Tu as gelé mes comptes. Tu m'as volé. » Zola le regarda dans les yeux. Sa voix était d'une froideur d'acier. « Cet argent était à nous, mais c'est toi qui as volé en premier. » Omari fit un pas vers elle. La rage le consuma. « C'était le mien. Je l'ai gagné avec mon travail.
Nous l'avons gagné, le corrigea-t-elle. Chaque dollar que nous avons économisé ensemble. J'ai travaillé. J'ai payé des factures. J'ai tenu une maison que tu prenais pour acquise. Ne dis jamais que c'était le tien. Depuis la fenêtre du 2e étage, la mère de Zola regarda la scène, le cœur serré. La pluie tombait sur le visage de son gendre, déformant sa fureur. Tu as ruiné ma vie, Zola, dit Omari, son ton n'étant plus de la rage, mais de la frustration. Tu n'as aucune idée des dégâts que tu as causés. Elle recula d'un pas sans détourner le regard. Je t'ai seulement arrêté alors que tu étais sur le point de ruiner la mienne. Il serra les poings. Et tu penses que c'est tout? Tu vas le regretter. Non, tu le regrettes déjà. Pendant un instant, la tension fut insupportable. Le vent s'engouffra par la porte ouverte, faisant bouger les rideaux du couloir. Dans ce silence chargé, les masques tombèrent. Omari n'avait plus le visage de l'homme confiant qui l'avait charmé. C'était un étranger, un enfant gâté qui ne supportait pas de perdre. La mère de Zola descendit lentement et se plaça entre eux. Rentre chez toi, Omari. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ce n'est pas fini, dit-il en fixant Zola. Elle soutint son regard. Tu as raison. Ça n'a pas fini. Ça a commencé au moment où j'ai décidé de ne plus me taire. Omari se retourna et partit en claquant la porte derrière lui. Le son résonna dans toute la maison. Zola resta immobile quelques secondes, respirant lourdement. Sa mère la serra dans ses bras sans dire un mot. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle monta dans sa chambre et ferma la porte à clé. Là, seule, la rage qu'elle avait contenue pendant des jours se transforma en larmes. Elle s'effondra sur le sol, le dos contre le mur. Le son de sa respiration saccadée se mêlait à la pluie dehors. Elle pleura pour la trahison, pour les années perdues, pour la naïveté d'avoir aimé un homme qui ne savait que prendre. Mais entre chaque larme, une nouvelle détermination naquit. Elle ne laisserait pas la culpabilité la consumeur. Il avait voulu la voir détruite. Elle lui montrerait qu'il n'avait pas réussi. Sur le sol, à côté de son sac à main, se trouvait le dossier que Nala lui avait donné. Elle le ramassa. À l'intérieur se trouvaient les documents du procès, scellés avec la signature du tribunal. Elle avait aussi son alliance, qu'elle avait gardée par habitude. Elle la tint entre ses doigts. Elle la fixa longuement. C'était une simple bague sans fioriture. Elle se souvint du moment où Omari l'avait passée à son doigt à l'autel, promettant l'éternité. Maintenant, ce même métal froid pesait dans sa main, comme un rappel de son aveuglement. Elle plaça la bague sur les papiers et la regarda une dernière fois. Plus jamais, murmura-t-elle. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main. Sa respiration se calma peu à peu. Sa mère frappa à la porte. « Ça va, ma chérie ?»« Oui, maman. »« C'est fini. » Ce n'était pas vrai. Ça ne faisait que commencer. Mais ce petit mensonge l'aida à se lever, à aller à la commode et à se regarder dans le miroir. La femme qui s'y reflétait n'était plus la même. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi quelque chose de nouveau. Une faible lumière brillant derrière ses yeux, la certitude qu'elle avait survécu au premier coup. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle regarda les éclairs lointains tandis que le son de la pluie marquait le rythme de sa respiration. Elle pensa aux mots qu'elle lui avait dit, à la façon dont sa voix n'avait pas tremblé. Elle avait affronté l'homme qui l'avait le plus blessé sans perdre le contrôle. C'était une victoire silencieuse. Le lendemain matin, lorsque le soleil commença à éclairer les collines, Zola descendit avec un visage serein. Sa mère la regarda depuis la table, sachant que quelque chose de profond avait changé. « Tu sembles plus calme aujourd'hui », commenta-t-elle. « Je le suis », répondit Zola. « Hier, j'ai compris que les masques tombent toujours. » Sa mère lui versa du café. « Et quand ils tombent, ça fait mal. »« Oui, mais ça libère aussi. » Zola regarda par la fenêtre. Le jardin était plein de gouttes brillantes, comme si le monde venait d'être lavé de la poussière du passé. Dehors, un colibri voletait parmi les fleurs. À l'intérieur, le silence remplit à nouveau la maison, mais ce n'était plus de la peur ou de la résignation. C'était l'écho d'une femme qui avait décidé de commencer sa guerre avec la vérité comme seule arme. Sur la table, la bague reposait à côté des documents. Zola la ramassa, prit une profonde inspiration et la plaça dans une enveloppe. Ce petit geste était sa façon de tourner une page.
Dehors, les nuages commencèrent à se disperser, comme si le ciel comprenait aussi que quelque chose s'était enfin brisé pour faire place à quelque chose de nouveau. Le jugement. L'enveloppe resta rangée dans le tiroir de la table de chevet, à côté d'une vieille photographie d'elle et de sa mère, toutes deux souriantes, se tenant la main sur une plage du Pacifique. C'était curieux de voir comment la vie pouvait changer en un clin d'œil. Pendant des années, elle avait construit une histoire avec Omari, croyant en un amour qui semblait maintenant conçu par l'égoïsme et l'habitude. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle se trouvait dans le labyrinthe juridique et émotionnel le plus complexe de sa vie, et ce qui allait suivre serait, à bien des égards, plus difficile que tout ce qui avait précédé. Le procès avait commencé. Le premier jour au tribunal fut un choc brutal pour ses nerfs. Le bâtiment était froid, avec des murs blancs et de longs couloirs où les gens se déplaçaient avec une tension sur leur visage. Nala marchait à ses côtés d'un pas ferme, son dossier à la main, le regard fixé droit devant. Zola suivit en silence, sobrement vêtue, les cheveux attachés en arrière et le visage sérieux, sans une goutte de maquillage. Elle avait décidé de se montrer telle qu'elle était, sans artifice. Elle ne voulait pas se cacher. En entrant dans la salle d'audience, Omari était déjà là. Il portait un costume, les cheveux parfaitement coiffés, son avocat à ses côtés. Son visage affichait une fausse sérénité, mais Zola remarqua qu'il évitait de la regarder. À côté de lui se trouvait Scylla, assise les jambes croisées, consultant son téléphone comme si elle ne se souciait de rien de ce qui se passait. Le simple fait de la voir là, comme si elle avait le moindre droit de faire partie du processus, retourna quelque chose dans l'estomac de Zola, mais elle ne réagit pas. Elle maintint son calme. Le juge était un homme plus âgé au visage sévère et à la voix profonde. Il ouvrit l'audience en lisant l'affaire d'un ton neutre, comme s'il parlait de deux chiffres en conflit, et non d'une trahison qui avait déraciné la confiance d'une femme. Zola se tint droite, sentant le tremblement dans ses jambes, mais ne le laissant pas paraître. Nala fut la première à parler. Elle présenta la documentation des mouvements bancaires, les virements du compte de Zola au compte joint, et les dépôts réguliers que tous deux avaient effectués pendant 6 ans. Tout était bien documenté. Il y avait même un rapport financier préparé par un comptable allié qui montrait la participation proportionnelle de chaque personne à l'épargne. Omari demanda à parler. Son avocat, un jeune homme à l'attitude arrogante, se leva et argua que l'argent ne faisait pas partie des biens communs car, selon Omari, il provenait d'un héritage paternel reçu avant le mariage. Zola sentit son sang bouillir. C'était un mensonge. Un tel héritage n'existait pas. Il venait d'une famille de classe moyenne, tout comme elle. Nala se leva immédiatement. Votre honneur, le défendeur n'a présenté aucun document pour étayer l'existence de ce prétendu héritage. Au contraire, les registres montrent les revenus des deux parties sur le compte joint, avec des dates et des montants exacts correspondant au salaire de Monsieur H et de Madame Dumas. Le juge hocha la tête. Il prit note. Omari resta immobile, regardant le sol. Puis ce fut au tour de Zola. Elle prit la barre et répondit à chaque question avec un mélange de sérénité et de douleur. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer sa contribution au foyer, elle parla des doubles services, des heures supplémentaires, des week-ends où il se reposait pendant qu'elle finissait les plans pour ses clients. Nala projeta des factures pour une rénovation d'une valeur de 42 000 $, toutes payées depuis le compte de Zola. Le juge lui demanda de confirmer s'il y avait une preuve que l'argent avait été utilisé dans le condominium où il vivait. Oui, votre honneur. Les rénovations ont été faites pendant que nous vivions ensemble et ont été payées avec mes ressources. J'ai des photos avant et après et les contrats avec les entreprises qui ont fait le travail. Tout était étayé, et le regard dans les yeux du juge montrait qu'il commençait à pencher d'un côté. Omari demanda à présenter un témoin. Scylla se leva avec confiance et se dirigea vers la barre. Elle portait un tailleur, les cheveux relevés en un chignon haut, avec une expression arrogante. Son rôle était d'être un témoin de moralité. Elle affirma connaître Omari depuis des années et pouvoir attester de son éthique et de son ardeur au travail. Mais dès que Nala commença à poser des questions, ses déclarations commencèrent à se contredire. Quand votre relation avec Monsieur H a-t-elle commencé ? Demanda Nala. Il y a quelques mois, peu de temps après sa séparation. Nala hocha la tête. Pouvez-vous nous dire si vous avez eu accès à un compte ou à des fonds appartenant à Monsieur H ? Non, bien sûr que non. Êtes-vous sûr ? Absolument. Nala sourit. Elle ouvrit une feuille et la montra au juge.
Nous avons ici un enregistrement d'un virement de $3500 effectué depuis le compte de Monsieur H vers un compte au nom de Cilla Parker, 5 jours avant le dépôt de la demande de divorce. Le silence dans la salle fut immédiat. Cilla resta sans voix. Le visage d'Omari se crispa. Le juge haussa un sourcil. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, Monsieur H? Omari déglutit. Son avocat demanda une suspension d'audience. Le juge la refusa. Tout s'effondrait. Zola les regarda depuis son siège. Elle ne ressentit aucune satisfaction. Elle ressentit de la pitié. Les voir mentir si maladroitement confirma ce qu'elle savait déjà. Elle n'avait rien perdu de précieux. Pendant une pause du procès, alors qu'ils attendaient dans le couloir, Madame H s'approcha de Zola. Elle était vêtue de noir, comme si elle était la victime. Elle regarda Zola de haut en bas avec ce geste supérieur que Zola connaissait si bien. Sais-tu pourquoi personne ne t'a jamais voulu pour mon fils? Zola ne répondit pas. Elle la regarda en silence. Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Aucun homme ne veut d'une femme qui ne peut pas lui donner un héritage. C'est pourquoi il t'a quitté pour Cilla, une femme complète. L'offense était brutale. En plein jour, devant des inconnus. La vision de Zola se brouilla, non pas de tristesse, mais de rage contenue. Elle prit une profonde inspiration et répondit sans élever la voix. Je préfère ne pas avoir d'enfant plutôt que d'en élever un qui soit un voleur. La mère d'Omari se figea. Son visage changea de couleur. Elle ne dit rien de plus. Elle s'éloigna en titubant comme si ses mots avaient été une gifle. Cette nuit-là, Zola retourna chez sa mère sans parler. Elle s'allongea sur le lit sans enlever ses chaussures. Son corps lui faisait mal comme si elle avait couru un marathon. Elle ressentit un mélange d'épuisement, d'indignation, de tristesse et de soulagement. Le procès n'était pas terminé, mais elle n'était plus la même. Les semaines passèrent. Chaque audience était une bataille. Omari s'efforçait de paraître la victime. Il pleurait, alléguait le stress, parlait de trahison. Il prétendit même que Zola l'avait émotionnellement manipulé pendant des années. Personne ne le crut. Nala était précise, implacable, montrant des preuves, réfutant des mensonges, démontant des arguments avec élégance. Zola n'avait qu'à répondre avec la vérité. Elle n'avait pas besoin de l'embellir. Pendant cette période, elle commença à avoir des crises d'angoisse. Elle se réveillait la nuit le cœur battant, la poitrine serrée, faisant des cauchemars de salles d'audience et de portes fermées. Sa mère l'accompagnait en silence, lui préparant des tisanes, lui tenant la main sans dire un mot. Lors d'un de ces épisodes, Zola s'enferma dans la salle de bain et pleura en silence, assise sur le sol, non pas pour Omari, mais pour elle-même. Pour s'être oubliée si longtemps. Pour avoir cru que sa valeur dépendait d'être une bonne épouse. Pour s'être jugée lorsqu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, alors qu'en réalité, c'était lui qui avait évité de se faire tester. Et ainsi, entre des jours gris et de petites victoires, Zola commença à se reconstruire. Elle commença à faire des promenades matinales. Elle reprit la lecture, ressortit de vieux carnets de croquis. Il y avait quelque chose dans le fait de tracer des lignes sur le papier qui lui redonnait son équilibre. Un jour, en sortant du palais de justice, elle tomba sur une ancienne camarade de classe. « Zola, quel plaisir de te voir. J'ai entendu parler de ton cas. Je t'admire. » « M'admirer? Bien sûr. Tu te bats pour ce qui t'appartient. J'ai divorcé il y a 1 an et je n'ai pas osé me battre. Je suis parti les mains vides, par peur. » Zola la serra dans ses bras. Elle comprit qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour de nombreuses femmes qui s'étaient tues trop longtemps. Le procès continua, mais elle n'était plus la même. Elle était plus forte, plus claire, plus en contrôle d'elle-même. Une nuit, alors que le vent faisait bouger les rideaux de sa nouvelle chambre, Zola s'assit pour écrire dans un carnet. Ses mains étaient froides, mais son cœur était calme. Elle écrivit une seule phrase, « L'amour sans respect est une prison. » Et j'ai trouvé la clé. Elle ferma le carnet, le mit sous l'oreiller et s'allongea. Dehors, la lune brillait entre les nuages comme une promesse silencieuse qu'après la douleur, la lumière vient toujours. Le verdict est l'adieu. À l'aube, Zola se réveilla avant le soleil. La maison était silencieuse. Elle marcha pieds nus jusqu'à la cuisine et prépara du café. Sa mère dormait encore et pour la première fois depuis des semaines, ce calme ne lui semblait pas angoissant. C'était la respiration avant l'acte final.
Le prélude à une vérité qui allait enfin se tenir nue, indéniable, devant tout le monde. Le jour du jugement final était arrivé. Elle prit une longue douche. Elle s'habilla sobrement, un pantalon foncé, un chemisier blanc, les cheveux fermement attachés en arrière. Elle ne portait ni bijoux ni maquillage, juste son visage, sa vérité, son intégrité. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Nala vint la chercher à cette heure précise. Elle arborait une expression sereine et un épais dossier dans ses bras. Elles se saluèrent d'un geste bref, sans mots inutiles. Il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Toutes deux savaient que le travail était fait. Ce qui allait suivre dépendait de la justice et, en partie, de la façon dont elle supporterait le poids de chaque mot, de chaque mensonge et de chaque vérité qui serait prononcée à voix haute devant tout le monde. Le palais de justice était plus plein que d'habitude. Quelques visages familiers, des employés, des gens qui avaient vu Omari pendant des années comme l'homme à succès, l'architecte brillant. Maintenant, dans ce couloir de marbre blanc, son image commençait à se fissurer. Lorsque Zola entra dans la salle, Omari était déjà là. Il avait l'air fatigué. Il avait des cernes sous les yeux, une chemise froissée, un regard perdu. Scylla n'était pas avec lui. Madame H, en revanche, était assise à côté de lui, les mains crispées sur ses genoux, les lèvres fermement scellées. En voyant Zola, elle fronça les sourcils avec mépris, mais ne dit rien. Elle savait que n'importe quel mot pourrait briser le fragile équilibre. Le juge entra ponctuellement, demanda à tout le monde de se lever et commença l'audience d'une voix grave et cérémonieuse. Il y avait une atmosphère de tension contenue. C'était l'audience finale, celle qui allait tout définir. Nala se leva pour présenter le résumé final de l'affaire. Elle exposa chirurgicalement les mouvements financiers, les dépôts conjoints, les paiements de rénovation effectués depuis le compte de Zola. Elle montra des relevés bancaires, des reçus de virement, des factures. Chaque page était une pierre de plus dans le mur entourant Omari. Le juge examina attentivement les documents, prenant des notes. Zola regarda en silence, sentant comment peu à peu chacune de ses blessures se transformait en argument, en preuve, en justice. L'avocat d'Omari demanda la parole. Il fit une dernière tentative pour semer le doute, arguant qu'une bonne partie de l'argent provenait de travaux qu'Omari effectuait indépendamment, des projets sans contrat. Il dit que Scylla avait été témoin de ses efforts, mais lorsque le juge s'enquit de son absence, l'avocat hésita. « Votre honneur, mademoiselle Parker a décidé de ne pas comparaître aujourd'hui pour des raisons personnelles. » Le juge haussa un sourcil, ne cachant pas sa méfiance. Puis il s'adressa directement à Omari. « Monsieur H, avez-vous quelque chose de plus à ajouter ?» Omari se leva, le visage bouleversé. « Elle veut me détruire, votre honneur. Tout cela n'est que vengeance. Je lui ai tout donné. Je lui ai offert la stabilité, une maison, un nom, mais ce n'était jamais assez pour elle. Et maintenant, elle veut prendre ce qui est à moi. » Le juge l'observa en silence. Puis il dirigea son regard vers Zola. « Voulez-vous répondre, Madame Dumain ?» Zola se leva. Sa voix ne trembla pas, « Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux que ce qui m'appartient. J'ai travaillé. J'ai contribué. J'ai cru en un projet de vie qu'il a détruit en secret. Je ne lui ai rien pris. Je ne fais que réclamer justice. » Le juge hocha la tête, fermant le dossier. Il y eut un moment de silence absolu. Toutes les personnes présentes semblaient retenir leur souffle. Ce tribunal a examiné toutes les preuves, témoignages et documents présentés, dit le juge. Il est établi que les fonds en question étaient le produit d'un effort commun pendant le mariage et font donc partie des biens communs. De même, l'investissement direct de Madame Dumain dans la rénovation de la propriété où tous deux résidaient est reconnu. Par conséquent, Monsieur Omari H est condamné à payer 93 000 $, correspondant à la moitié de l'épargne et à une compensation pour la valeur des travaux investis dans la propriété. Le murmure fut inévitable. Omari baissa la tête comme si le monde venait de s'écrouler sur lui. Madame H porta les mains à sa poitrine, les yeux écarquillés comme si elle ne pouvait plus respirer. Zola resta immobile. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle prit simplement une profonde inspiration. Elle l'avait fait. Le juge se retira. La salle commença à se vider. Omari était toujours assis, incapable de bouger. Madame H se leva comme un tourbillon et se dirigea droit vers Zola, la confrontant à quelques centimètres de son visage. « Tu as ruiné mon fils,
cracha-t-elle d'une voix tremblante. Tout ce qu'il a construit, tu l'as volé. Zola ne s'y a pas. Ses yeux étaient deux miroirs froids. Ce qui l'a ruiné, c'est de croire qu'il pouvait tromper sans conséquence. La femme cligna plusieurs fois des yeux, confuse par le calme avec lequel Zola prononçait chaque mot. Puis elle tourna les talons et partit, abandonnant Omari. Zola quitta le palais de justice avec Nala. Dehors, le ciel était nuageux mais l'air était plus pur, plus léger. Nala la serra fort dans ses bras. « Tu l'as fait, dit-elle. Pour toi et pour nous toutes. » Zola hocha la tête. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. »« Tu n'as jamais été seul, » répondit Nala. Omari ne la chercha plus jamais. 3 mois plus tard, la banque lui notifia que l'argent avait été déposé. Il avait dû contracter un prêt pour la payer. Zola n'entendit jamais les détails. Elle ne voulait pas savoir. Pour elle, ce chapitre était clos. Elle ne célébra pas. Il n'y eut ni toast, ni fête, ni publication sur les réseaux sociaux. Elle se rendit simplement à la banque, retira le chèque et le plaça dans son sac à main avec le même calme avec lequel elle avait gardé la bague ce jour-là. Puis elle conduisit jusqu'à la périphérie de Fayetteville, jusqu'à une passerelle qui traversait une petite rivière. Elle s'arrêta au milieu du pont, sortit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient le chèque et l'alliance. Elle regarda les deux. L'un représentait sa lutte, l'autre sa soumission. Elle prit la bague entre ses doigts, la tint un instant au-dessus du courant et la lâcha. Elle la regarda couler dans les eaux sombres, emportée par le courant. « Je ne jette pas le passé, murmura-t-elle. Je jette le poids qui m'empêchait de voler. » Le vent lui caressa le visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit avec une paix véritable. Elle n'était pas la femme qu'elle avait été, ni celle qu'Omari avait essayé de détruire. Elle était une autre, une qui connaissait la douleur, mais aussi la force de se relever. Elle se retourna à la voiture et ferma doucement la porte. En regardant dans le rétroviseur, elle vit la rivière au loin. Elle sentit qu'avec la bague, la dernière chaîne avait aussi été emportée. Elle démarra la voiture. Elle avait une nouvelle vie à construire, et cette fois, il n'y aurait pas de place pour les mensonges ou les trahisons, seulement pour la vérité et la liberté qu'elle avait enfin atteinte. Un nouveau chapitre. La voiture roula sur l'autoroute en direction du sud, et à chaque kilomètre qu'elle laissait derrière elle, Zola se sentait s'éloigner de l'ancienne version d'elle-même. Cette femme qui endurait en silence, qui croyait que l'amour était un sacrifice, qui pensait que le silence était synonyme de maturité. Non, plus maintenant. Cette Zola était restée derrière, enterrée sous les documents scellés du tribunal, sous le pont où elle avait jeté sa bague, sous les larmes qu'elle ne devait à personne d'autre qu'à elle-même. La ville de Charlotte l'accueillit avec un ciel nuageux et une odeur de terre humide. Elle avait choisi la ville parce qu'elle n'était ni trop loin ni trop près. Elle ne voulait pas retourner au bruit d'Atlanta, mais elle ne voulait pas non plus se cacher dans une petite ville où la routine l'aurait entraînée vers le bas. Elle avait besoin d'une nouvelle ville qui ne lui rappelait rien, où personne ne la connaissait, où tout pouvait commencer sans passer. Elle trouva l'appartement après avoir visité 3 options. Il était petit, au 2e étage d'un immeuble à la façade en terre cuite. Il avait un balcon, une cuisine ouverte et une lumière chaude qui entrait par les fenêtres le matin. Il n'avait pas de luxe, mais il était à elle. Elle paya comptant avec une partie de l'argent qui lui avait été restitué. L'ancien propriétaire, un homme à la retraite, lui remit les clés avec un sourire aimable et lui souhaita bonne chance. Zola se retrouva seule dans cet espace vide aux murs blancs, l'écho de ses pas et le sentiment que cet endroit était une toile vierge. Elle passa les premiers jours à déballer les quelques affaires qu'elle avait apportées. Seulement l'essentiel, des vêtements, des documents, des livres et une boîte avec son matériel de dessin qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Une nuit, en l'ouvrant, elle trouva ses vieux crayons graphite, des pinceaux desséchés et un carnet aux pages jaunies par le temps. Il y avait une aquarelle inachevée, une femme de dos, les cheveux détachés, la mer devant elle. Elle la regarda longuement, se reconnaissant. C'est alors qu'elle décida de peindre à nouveau. Elle installa une petite table près du balcon et y plaça son matériel. Chaque matin, avant toute autre chose, elle s'asseyait pour peindre avec une musique instrumentale en fond sonore. Elle ne cherchait ni la technique ni la perfection. Elle voulait juste laisser sortir ce qu'elle avait en elle. Elle peignit des ombres, des portes ouvertes, des figures féminines fragmentées, des fleurs fanées qui s'ouvraient à nouveau. Elle peignit ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute.
Les couleurs la réconcilièrent avec des parties d'elle-même qu'elle avait oubliées. Avec une partie de l'argent restant, elle chercha un petit local commercial dans une rue calme du centre-ville. Il lui fallut 3 semaines pour le trouver. C'était un espace avec de hautes fenêtres, des murs en briques et un coin avec des poutres en bois qui sentaient la vieille humidité. C'est là qu'elle décida de monter son studio de design d'intérieur. Elle l'appela « Racine ». Non pas parce que c'était l'endroit où elle allait s'enraciner pour toujours, mais parce qu'elle avait décidé de grandir à partir du bas, du plus profond. Son associée, Anna Jones, une designer textile qu'elle avait rencontrée par hasard à une foire d'art, avait l'énergie dont Zola avait besoin. Créative, directe, sans filtre, avec un rire contagieux. Elles se comprirent dès le premier café. Toutes deux venaient d'histoires différentes, mais elles partageaient quelque chose d'essentiel. Le besoin de créer quelque chose de leur propre, quelque chose de libre des erreurs du passé. Ensemble, elles décorèrent l'espace avec des meubles recyclés, des tissus artisanaux, des plantes dans tous les coins et une fresque peinte par un artiste local. Racine commença à avancer avec de petits projets, la rénovation de cafés, des conseils pour des appartements, la restauration d'espaces avec identité. Peu à peu, les clients arrivèrent et avec eux la stabilité. C'est dans ce bâtiment qu'elle rencontra Kofi Nuru, un photographe indépendant qui avait son studio dans le même couloir. Grand, les cheveux en désordre et une barbe naissante. Il portait toujours un appareil photo autour du cou et un sourire distrait. Leur première rencontre eut lieu lorsqu'il vint emprunter une perceuse. Zola le regarda de haut en bas, méfiante. Elle avait appris à ne pas faire confiance immédiatement, mais quelque chose dans sa façon de parler sans prétention ni flatterie la désarma. « Vous êtes la nouvelle voisine ?» demanda-t-il en tendant la main. « Je m'appelle Kofi. Je promets de ne pas faire de bruit, du moins pas après 23 heures. » Zola, répondit-elle en lui serrant prudemment la main. « Le bruit ne me dérange pas tant que ce n'est pas de la trappe. » Kofi rit. Ainsi commença une amitié qui grandit sans pression. De temps en temps, il passait la tête par la porte de « Racine » avec une tasse de café et une histoire absurde. Il parlait de musique, de films, de politique, de nourriture. Kofi avait une façon détendue d'être au monde. Il aimait se promener pieds nus dans son studio. Il portait des vêtements dépareillés et disait des choses comme « la beauté est dans le chaos », bien cadré. Zola l'écoutait, amusé, parfois déconcerté. Il était différent de tout ce qu'elle connaissait. Les semaines passèrent et pendant ce temps, elle apprit quelque chose de vital. Tous les hommes ne s'approchent pas avec l'intention de posséder. Parfois, ils veulent juste partager le silence. C'est lors d'une de ces conversations avec Kofi qu'un moment clé se produisit. Ils étaient assis sur le toit de l'immeuble avec des verres de vin et des guirlandes lumineuses qui donnaient à l'endroit une ambiance bohème. Kofi parlait d'un projet photographique sur les femmes qui se reconstruisent après une perte. Il proposa à Zola d'en faire partie. « Tu n'as pas à poser ou à tout me raconter, dit-il honnêtement. Laisse-moi juste capturer ce que tu es maintenant. » Zola le regarda avec scepticisme. Elle avait appris à se protéger, mais après un long silence, elle hocha la tête. « Seulement si tu me laisses aussi voir ce que tu es quand tu poses l'appareil photo. » Ils se regardèrent. Ce n'était pas du flirt. C'était du respect. Quelques jours plus tard, lors d'une conversation téléphonique avec Nala, Zola partagea quelque chose qu'elle n'avait dit à personne. « Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose de nouveau, Nala, murmura-t-elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur. » Nala sourit à l'autre bout de la ligne. « C'est parce que tu as déjà traversé l'enfer, Zola. Ce qui viendra ensuite sera plus humain, moins de feu, plus de vérité. » La trahison m'a brisé, dit Zola en baissant la voix. Mais c'est dans les morceaux que j'ai trouvé ma force. Il y eut un silence. Nala ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Zola raccrocha, regarda par la fenêtre. Kofi venait de quitter son studio avec un sac à dos sur l'épaule. Il la vit, leva la main et continua son chemin. Elle le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais c'était quelque chose qui commençait à naître du calme. Les mois passèrent. L'entreprise grandit. Son appartement se remplit de nouvelles peintures, de livres, de plantes en pot et des odeurs de peinture et de café. Le dimanche, elle appelait sa mère en vidéo. La femme la regardait avec fierté, bien qu'elle insistât toujours pour que Zola se maquille un peu plus. Zola riait. Elle ne se souciait plus de s'intégrer.
Elle voulait juste se sentir libre. Elle reprit contact avec ses anciens amis d'université. Certains posèrent des questions sur Omari. D'autres lui racontèrent leurs propres histoires de mariage brisés, de secrets cachés et de trahisons qu'ils n'avaient jamais signalés. Zola ne jugea pas. Elle écouta simplement. Un après-midi, elle reçut un email du tribunal. C'était la notification pour signer la clôture définitive de l'affaire. Il n'y avait pas d'appel. Tout était légalement terminé. Nala l'accompagna. La signature fut brève. 2 feuilles de papier, de l'encre noire et une ligne droite qui fermait un chapitre qui lui avait coûté des larmes, de la santé et son identité. En quittant le bâtiment, elle prit une profonde inspiration. L'air avait un goût de liberté. « Tu vas bien ?» demanda Nala. « Je suis en vie et ça me suffit. » Nala la serra dans ses bras. Puis elles se dirent au revoir. Zola marcha seule dans le centre-ville historique. Les rues pavées, les vendeurs de rue, les enfants qui couraient. Tout semblait avoir une couleur plus intense ce jour-là. Elle s'arrêta sur un banc en face d'une fontaine, sortit son carnet et n'écrivit qu'une seule phrase. Ce qui ressemblait à une ruine n'était qu'un sol fertile. Le soleil commençait à se coucher. Les derniers rayons peignaient le ciel d'orange et de rose. La caméra se serait arrêtée là, se concentrant sur son visage calme, le carnet dans ses mains, et le ciel derrière elle comme une métaphore vivante de son nouveau départ. Parce qu'après avoir tout perdu, Zola était née à nouveau, et cette fois, ce ne serait pas de la douleur, mais de la vérité, et c'était suffisant. La coupe finale. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait signé la clôture définitive du procès. 6 mois depuis qu'elle avait lâché la bague dans la rivière. Depuis, la vie n'avait pas été parfaite, mais elle était réelle. Et cela la comblait plus que n'importe quelle promesse non tenue du passé. Racine, son studio, n'était plus seulement un projet personnel. C'était devenu un espace où de nombreuses femmes arrivaient en cherchant plus qu'un simple design d'intérieur. Elles voulaient rénover leur maison, oui, mais aussi quelque chose dans leur vie. Zola les écoutait patiemment. Certaines venaient avec des histoires qui reflétaient la sienne. Infidélité, perte, vide. D'autres voulaient simplement un nouveau coin où elles pourraient recommencer. Chaque projet était une conversation. Chaque cliente, une version d'elle-même à un moment différent. Anna, son associée, était devenue comme une sœur. Parfois, elles se disputaient sur les budgets, d'autres fois sur les couleurs, mais elles finissaient toujours par rire. Kofi continuait d'apparaître dans sa vie comme une brise inattendue. Il ne parlait pas d'amour. Il ne parlait pas de l'avenir, mais il partageait des silences qui en disaient plus que n'importe quel mot. Parfois, il laissait une photo imprimée en noir et blanc à la porte du studio. Pas de mots, pas d'explication. Elle les gardait dans une boîte bleue qui était déjà à moitié pleine. Un jour de juin, alors que Zola prenait son petit déjeuner dans un café du centre-ville, elle reçut un message texte. Elle le lut lentement, supposant que ce serait Anna ou un client, mais l'expéditeur était un numéro inconnu. « Salut, Cécilia. Je sais que c'est étrange, mais j'ai pensé que tu devais savoir. J'ai quitté Omari il y a 2 mois. Il ne m'a pas dit toute la vérité. Il m'a laissé avec des dettes, des promesses et du silence. Je suis désolé de l'avoir cru un jour. » Zola relut le message plusieurs fois. Elle ne savait pas si ce qu'elle ressentait était du soulagement ou rien du tout. Elle répondit par une seule ligne, « Je ne t'en veux plus. J'espère que tu trouveras la paix. » Elle éteignit le téléphone, le laissa sur la table et but une autre gorgée de son café. 2 jours plus tard, elle le vit. Elle ne l'avait pas cherché. Elle ne s'y attendait pas. C'était dans un petit café près du parc. Zola était allée revoir des plans avec un client, mais le client avait annulé à la dernière minute. Elle était assise seule, jetant un coup d'œil à son carnet quand elle le vit entrer. Omari était seul, portant une chemise froissée et une barbe naissante. Il avait des cernes sous les yeux, et il marchait lentement. Il ne la vit pas tout de suite. Il s'assit au comptoir et commanda un café. Elle l'observa quelques secondes. Ce n'était pas le même homme qu'elle avait affronté au tribunal. Il était différent, un homme qui semblait s'être rétréci de l'intérieur. Omari leva les yeux et la vit. Ils se regardèrent. Il semblait retenir son souffle. Zola soutint simplement son regard calmement, sans haine, sans peur. Puis, avec la même sérénité, elle se leva, paya sa note et se dirigea vers la sortie. Avant de partir,
elle se retourna une seconde. « J'espère que tu vas bien », dit-elle sans un ton de supplication ou de supériorité. Juste ça. Elle hocha la tête et partit. Non par fierté, simplement parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Cette nuit-là, Zola retourna à son appartement et alluma une bougie. Elle s'assit devant la fenêtre avec la brise qui soufflait à travers les rideaux. Le ciel était étoilé. La ville sonnait la vie et le calme. Elle marcha pieds nus sur le parquet, toucha les murs et respira profondément. La lumière entrait sans obstacle, et elle n'avait pas peur de la regarder. Elle sortit son carnet et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre à envoyer. C'était une lettre pour clore, pour lâcher prise une bonne fois pour toutes. Très cher Omari, il fut un temps où je t'aimais tellement que je m'oubliais moi-même. Je t'ai donné de l'espace, du temps et ma voix. Je suis restée silencieuse sur des choses que je n'aurais pas dû. J'ai fait confiance plus que je ne pouvais me le permettre. Et bien que tu aies cru que je ne le remarquais pas, je savais chaque fois que tu mentais. Je ne voulais juste pas l'admettre. La pire erreur d'un traître est de croire que la victime ne se défendra pas. Tu ne m'as pas détruite, Omari. Tu m'as libérée. Tu m'as appris involontairement à quel point je peux être forte, à quel point je peux construire avec mes propres mains. En ton absence, j'ai trouvé ma présence. Et dans mon silence, j'ai trouvé ma voix. Je te souhaite de la clarté, non pas pour que tu reviennes, mais pour que tu ne blesses plus personne comme tu m'as blessé. Zola mit la lettre dans une enveloppe, la scella et la plaça à l'intérieur de la même boîte bleue où elle gardait les photos de Kofi, non pas en hommage à Omari, mais comme un rappel qu'elle avait survécu. Les jours passèrent. De nouvelles propositions commencèrent à arriver au studio. Des collaborations, un projet avec une organisation à but non lucratif qui travaillait avec des femmes victimes d'abus économiques. Zola accepta. Elle savait.